De retour dans Sarthe et moi de là, et c'est beaucoup plus calme, mais je suis toujours avec Pascal Larue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, oui. Bien. Fondateur du Théâtre de l'Enfumeray, metteur en scène, comédien, évidemment, on en parlera dans les 5 dernières minutes, et on va accueillir dans cette troisième partie ceux qui font la Sarthe. Christelle Rousseau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de Généalogie Sarthe, et vous n'êtes pas venu seul, évidemment, pour en parler. Non, je suis venue avec un renfort de troupes qui sont, eux, les initiateurs de ces deux groupes. Évidemment, deux groupes dont l'objectif est évidemment d'aider les gens à reconstituer leur arbre généalogique. On en parle évidemment dans quelques instants. Daniel Levoyer, bonsoir. Vous êtes un habitué du plateau d'LMTV. Oui. Et on parle évidemment de ce nouveau numéro de La Vie Mancelle et Sartoise. Et on s'y arrêtera notamment sur un reportage que vous avez signé sur les Alpes Mancelles. On en parle dans quelques instants. D'accord. Et puis, on va patoiser avec Fernand Lejar. On va parler à Languedoil, plus exactement. On en parle dans quelques instants, évidemment, Fernand. Bonsoir. Bonsoir. Et on commence avec la passionnée de la semaine. Donc ce sont les passionnés de la semaine. On va parler de généalogie en Sarthe, deux groupes Facebook en fait qui sont complémentaires, la Sarthe et nos ancêtres sartois en images et généalogie en Sarthe 72. Le but, c'est d'aider une personne qui va poster une photo, un nom, une question, un commentaire et qui souhaite reconstituer son arbre généalogique. Tout à fait. C'est-à-dire que le premier groupe que vous avez cité va permettre de collecter l'ensemble des médias visuels qui sont aussi bien des cartes postales, des photos de privés, mariage, baptême, etc. Et puis d'autres sources. Et le deuxième groupe qui a été cité également, eh bien, va être plutôt amené à diligenter quelques aides pour pouvoir débloquer certains points qui bloquent dans un arbre. Et puis, c'est l'ensemble des personnes qui sont adhérentes à ces groupes qui vont également, par le biais de l'entraide, pouvoir débloquer certaines situations. C'est ça. Voilà. Et dans l'équipe, il y a un professionnel, Christophe Menu. Oui. Vous êtes imprimeur d'arbres généalogiques. Tout à fait. Ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en valeur toutes les données des individus, parce que c'est pas que des dates, c'est pas que des lieux. Donc on met des cartes postales justement, donc on rejoint un petit peu le côté groupe et on met en valeur en fait les individus. C'est une véritable passion que vous avez tous les quatre pour la généalogie, pour avoir construit ce groupe Facebook. Et il y a aussi un site internet dont on n'a pas parlé, généalogie-sarthe.com, où là, du coup, vous récupérez tout ce qui est visuel et il y a aussi des articles qui existent, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, en fait, c'est Julien, mon cousin, qui s'est occupé de la partie technique du site. D'accord. Et en fait, les colistiers de Facebook ou ceux qui ne veulent pas aller sur les réseaux sociaux vont directement sur le site et nous envoient leurs photos. Nous avons créé une quarantaine d'albums à peu près. Oui, à peu près. Voilà. Et donc nous les traitons, nous ajoutons les descriptions, le nom des photographes. Et donc actuellement il y a une mise à jour qui a été faite et Julien doit remettre tout ça en ligne dans les jours qui viennent. Et il y a notamment une classification par rapport au patois, ça va intéresser Fernand Lejar, ça? Non, en fait la classification, par exemple, vous avez les albums de mariage, albums communion, albums des églises, voilà. On est dans le visuel en fait. Voilà. D'accord. Voilà. Et il y a une partie avec des articles divers et variés qui peuvent concerner une histoire personnelle d'un de nos membres ou l'histoire de quelqu'un de célèbre en Sarthe. Enfin, voilà, on essaye de mettre un peu de lecture aussi, pas que du visuel. En fait, on fait réagir les gens sur les médias, sur les vieilles cartes postales. Ça leur rappelle des souvenirs, des anecdotes de famille, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Parce que n'importe qui peut trouver des photos sur Internet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le côté regroupement, que chacun puisse après... C'est une banque de données dans lesquelles chacun peut aller puiser pour avoir de l'information également. Parce qu'on nous amène des informations, mais on peut aller également y puiser dedans pour avoir des éléments de réponse. Ou faire des recoupements aussi. Pascal Larue, vous êtes intéressé par votre arbre généalogique? Vous avez déjà fait des recherches? Oui, moi je suis né à la Sarthe, mais ma filiation, enfin mes ancêtres, pas du tout. Ouais. Moi je suis moitié suisse en fait d'origine. Par contre, j'ai une sœur qui a fait des études d'histoire et qui a fait de la recherche généalogique. Et en Suisse, sur la branche suisse, on a réussi à remonter jusqu'à la deuxième croisade.
Et donc si on est en Sarthe et qu'aujourd'hui on regarde la télé, qu'on veut lancer une démarche de recherche en généalogie, comment on s'y prend, clairement? Alors, pour initier une recherche en généalogie, il y a plusieurs sources possibles. Ça peut être des sources d'ordre privé et puis des sources d'ordre public. Par exemple, tout ce qui sont les fonds de l'état civil, tout ce qui est papier administratif, donc qui sont à la disposition des uns et des autres en ligne, hein, puisque depuis quand même, on va dire l'an 2000, Internet a vraiment boosté les recherches généalogiques d'ordre privé. Après, c'est relativement aisé d'arriver jusqu'en 1750, 1740 dans sa généalogie. Après, on va se heurter à certains soucis qui sont, par exemple, des lacunes dans les sources. Ça peut être aussi tout simplement une difficulté à la lecture, parce que certains actes sont en latin. Ou également, il faut avoir quand même certaines bases de paléographie pour pouvoir avoir accès au sens même du document. Donc l'idée, c'est de lancer ces recherches et en même temps de vous rejoindre aussi par la même occasion, bien évidemment. Exactement. Et on vient de fêter la 500e adhérente aujourd'hui. Et pour le côté anecdotique, il se trouve, mais alors vraiment sans aucune préparation, c'est l'amie de Julien, voilà. Mélanie, qui a cliqué de manière apparemment très rapide. Et voilà, c'est la 500e adhésion. Eh ben, félicitations, je suis sûr que ça va grimper. Évidemment, la généalogie, ça intéresse les gens et il y a un besoin aujourd'hui, on en parlait, un but aussi curatif évidemment de rechercher sa lignée. Ouais. Est-ce que vous connaissez la vie mancelle et sartoise? Pas du tout. Pas du tout. Mais non. Oh là là. Totalement. J'en doute. Bon, ouais. Bon, on y va, on va parler de la vie mancelle et sartoise, c'est parti. Le Voyer, est-ce que vous avez déjà fait des recherches généalogiques sur votre Absolument. Sur vos ancêtres? 1575, le plus ancien Le Voyer, connu. Bon, en tout cas, le Voyer que je connais, c'est vous, moi, directeur de cette publication et président aussi donc, de La Vie mancelle et sartoise, avec un reportage sur les Alpes mancelles. Oui. Alors moi, je les connaissais très mal, les Alpes mancelles. Pascal, vous les connaissez aussi. C'est un de mes lieux de promenade préférés dans la Sarthe. Vous aussi? Ah oui, moi j'y ai pêché. Vous y avez pêché? Oui, on peut y pêcher, notamment dans les Alpes mancelles. On peut pêcher partout, mais particulièrement dans les Alpes mancelles. Oui, alors c'est au confort de 3 départements et de 2 régions. Oui. Moi je croyais que c'était que la Sarthe, excusez-moi. Mais... non, puisqu'on bascule sur l'Orne, passé Saint-Sénary, à la moitié du pont. Après, on file sur la Mayenne, Pré-en-Paille, Saint-Pierre-des-Nids avant et Pré-en-Paille, bien sûr. Oui, ça ne s'arrête pas qu'à Saint-Léonard-des-Bois, les Alpes-Mancelles. Hein. Désolé. Oh non, ça s'étend sur 3 départements. Exactement. Voilà. Un lieu très réputé. Il paraît que Henri IV y est passé. Oui, alors ça, effectivement, c'est une vieille notice de l'époque qui nous a été rapportée. La date n'est pas totalement fixée, mais Henri IV est passé alors à Saint-Pierre-des-Nids, mais ça ne s'appelait pas Saint-Pierre-des-Nids. Il y a une reconstitution en 1911 de cette... Voilà. De ce passage. Alors, voilà. Légende ou pas légende, la question est posée. Mais Henri IV est passé dans de nombreuses communes de la Sarthe. Oui. Évidemment. On compare souvent les Alpes mancelles avec la Suisse normande. La Suisse normande et puis bien sûr le 1 peut comparer également au Jura, pourquoi pas aussi à l'Auvergne un petit peu, avec des buts un peu plus arrondis, moins, quoique l'Auvergne et le Jura, c'est pas des grandes... Mais enfin, 220 mètres quand même, il faut les grimper quand on a des petites jambes. Et puis, il y a l'importance du tourisme, depuis 1827. Oui, les premiers voyageurs, Arnaud Dumazet, effectivement, a considéré à partir de Sougel-Ganon que les Alpes-Mancelles, c'était pas franchement flagrant. Et puis en descendant jusqu'à l'arrivée de Saint-Léonard-des-Bois, le manoir de l'Inde, là il s'aperçoit que, ma foi, c'est un peu plus encaissé qu'il le supposait, et il a décrit cela avec emphase. Et ça fait le bonheur, effectivement, des touristes de l'époque. Et aujourd'hui, c'est un lieu touristique important, évidemment, tourisme, sport et aussi sensation forte aujourd'hui. Sensation forte, oui, puisqu'on peut faire du sol élastique. On peut faire du sol élastique, de la varap un petit peu, si on est un petit peu... Vous en faites, vous, Daniel? Oui, bien sûr. Alors là, oui, mais... pas aux Alpes-Mancelles, dans les Alpes. Les vraies Alpes, les grandes Alpes. Bon, on peut en faire chez nous aussi dans les Alpes. Oui.
C'est aussi un lieu artistique, et de nombreux artistes peintres qui sont venus à Saint-Sénry notamment. Alors, c'est Corot qui a lancé un petit peu la mode. Et puis, Eugène Boudin, qui est pour un petit peu se démarquer de Donfleur, des côtes normandes, il est venu peindre la Sarthe. Et on a également un très beau tableau de Bernard Buffet, qui représente la chapelle de Saint-Sénry. Utrillo, étonnamment, qui n'est pas venu en Sarthe, mais qui a peint sur carte postale Saint-Sénry. Et c'est parti, ça s'est envolé par 2 fois aux enchères, la dernière fois chez Sotheby's, je crois. Et ma foi, ça grimpe un peu plus, comme je le dis, que la hauteur de nos petites Alpes. Le reportage complet, évidemment, à trouver dans La Vie mancelle et sartoise. Autre sujet, quand un président de la République ne voulait pas s'arrêter au Mans, signé Didier Béoutis, c'est le cas de Armand Fallière, qui un jour, en 1910... président laïque, on ne peut plus laïque que Fallière, et Échivard, qui était maître verrier, avec beaucoup de malice, l'a représenté sur un vitrail en chanoine d'honneur de la cathédrale. Ça ne l'a pas franchement fait, surtout quelques années après la séparation de l'Église et de l'État. Donc il hésitait un peu. Il n'est pas descendu du train, bien que le train se soit arrêté en gare du Mans. Et Échivard a récidivé avec Poincaré. Oui, mais il a eu moins de succès. Moins de succès. Madame a bien lu la Vie mancelle et sartoise, je l'en remercie. Et puis, on parle aussi d'Albert Chasseret, cet originaux de Louis. Vous connaissez Albert Chasseret? Non. Non, alors... Daniel, allez-y, quelques mots. Dommage que Pascal Larue ne le connaisse pas, mais il va tout savoir désormais quand il aura lu La Vie mancelle. Eh bien, il a fait la Comédie Française. Et ça a été un ami de René Simon. Il a joué à l'Odéon. Alors, ça, c'est le côté artistique du bonhomme. Mais c'était un originaux, donc un peu montré du doigt par les anciens. Qui s'est fait connaître en passant à la télévision dans les années 70, dans Le Petit Rapporteur. Pierre Bonte. Voilà. Et qui n'a pas un passage qui n'a pas spécialement plu aux habitants de Louez. Franchement, parce qu'il dérangeait un petit peu les habitudes louisiennes. C'est pas la France profonde, c'est peut-être pas la Sarthe profonde non plus, mais enfin ça bouscule un petit peu les traditions locales. Et il construisait des choses fantasmagoriques en béton, s'il vous plaît. Ouais, des chimères, voilà. Tout a disparu, c'est bien entendu avec le maire, encore moins avec le Ricordo, l'hôtel. Donc tout a disparu, mais les quelques vestiges qui restent, ce Gasco, ma foi, s'en occupe. Voilà. On retrouve tout ça évidemment dans ce nouveau numéro de La Vie mancelle et sartoise. 453. Et c'est un plaisir évidemment à chaque fois de vous recevoir pour en parler. Vous connaissez même le numéro de la page? Non, ça c'est le numéro du... Ah oui, pardon, j'avais pas compris. 453. Il n'y a que 48 pages. On parle pas toi? Ah ben avec monsieur, parce que allez, moi ça m'échappe un peu. On y va, c'est parti. Alors Fernand, juste avant de parler pas toi, on a une petite surprise. Pascal Larue, je vous laisse la donner, cette surprise. C'est la lune qui parle. J'ont le cœur frais des vieux hivers. Leur reflez pas l'eau de vos rêvasseries. J'avons sur mon ventre quelques lumières qui réfléchit la vie. Sur la lame tranchante et ben coupante de vos outils. Qu'est-ce que va là-bas, je sais si loin. Ouvrez-moi. J'ai frais quand vous crouillez vos portes, j'ont le sein gelé de vos vieilles chimères sur cette terre. C'est moi qui fais gonfler et grossir vos épis de blé. C'est moi qui ouvre le sillon où s'enfonce la racine qui que va et vient là-bas. C'est moi la lumière des grands prés où vont danser les ombres blanches au mi-temps de la Saint-Jean. C'est moi qui répands par quelques giclées mon miel amer sur les cimetières qu'ont été oubliés. Quoi qui meurt là-bas, qui meurt là-bas, j'ont la mémoire des larmes sèches d'où sortira ensemencée la rosée, les roses et les lilas. Qui va là? La mort et son cognot s'en vont sous l'io. J'ont vu naître l'orphelin. Je vois ici, je vois là, je bagnaude. Aujourd'hui le feu s'éteint, j'effraie, je tremble. Mon souvenir s'éclipse dans le cœur humain. Voilà un extrait, Pascal Larue. Ça me fait penser à deux auteurs, ça. D'abord Victor Hugo, que j'adore, c'est un petit peu, et surtout Gaston Coutet. Oui, c'est ça. Donc un extrait de... Mon influence s'est écoutée. Un extrait de L'épaille et les sabots de Marine. L'épaille et les sabots de Marine. Oui. C'est une pièce que j'avais écrite sur une commande d'une association sartoise de la région de Ballon. Oui.
et qui avait souhaité qu'on fasse une pièce qui raconte l'histoire un peu sartoise. Et j'ai écrit cette pièce en partie écrite en patois sartois. Oui, j'en suis l'auteur. Oui. Et ça, c'est un poème. J'ai une troupe qui s'appelle l'Éveillé à l'ancienne. Et je vous offre. Si vous voulez. Je donne des poèmes. Et je peux me permettre de. Oui, bien sûr. Je vous appellerai avant quand même. Alors, Fernand, on va parler un petit peu de mots ce soir. Oui, excuse-moi. Mus et musée. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Mus ou musée. Une muse, c'est un tout petit trou dans une haie. C'est un petit passage dans une haie. Mais c'est généralement un endroit où passait le petit gibier. On disait de temps en temps, il y a du paix de bossu à la muse, on va mettre un collier là. C'est-à-dire, il y a du poil de lièvre à la muse, on va mettre un collier. Et musser, c'est se cacher. Quand on était enfant, on disait, on se cachait. Je vais me musser dans le bourrier, comme ça on va pas me voir. Hein? Et ces mots-là viennent, surtout musser, vient vraisemblablement du gaulois muc, M-U-K, ou du latin mus, M-U-S, qui veulent dire tous les deux la même chose, c'est-à-dire se cacher. Deuxième mot, kériature. Une kériature. Une kériature. Avec l'accent. Une kériature. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Kériature. Une kériature, c'est. On entend son mot, c'est une créature. Ça vient du latin creatura. Et c'est un mot qui était surtout dit par les hommes dans les fermes lorsqu'ils attendaient un garçon. Parce qu'un garçon, c'était des bras. Et puis un garçon, surtout, il n'y avait pas à lui donner une dot. Il reprenait la ferme et surtout, il gardait le nom. Hein. Et on entendait souvent, moi je me souviens avoir entendu des hommes dire oh, quand on savait que c'était une fille, encore une créature, mais avec des dents, avec... Autre mot, niferio. Un niferio. Nifolio. Presque ça, un niferio. Un niferio, c'est un mouchoir. Et là, encore une fois, ce n'est pas un mot de patois, comme on dit, mais bien un vieux mot de langue d'oïl, puisque niferio vient de la langue d'oïl nif, qui voulait dire nez, ou nifler, qui voulait dire sentir, respirer. Oui. Dernier mot, durtiron de Lisette. Ah, durtiron de Lisette. Alors, vous connaissez ce mot-là autour de la table? Non, je poser une question après. D'accord. Le tiron de Lisette, c'est quand les années étaient mauvaises au niveau de la récolte des pommes. On faisait d'abord, on tirait d'abord le bon baie, c'est-à-dire le bon site, hein, et puis on enlevait le marc qu'on venait de presser. On le remettait dans un baquet, on remettait de l'eau et on remettait le marc, on repressait à nouveau le marc. Je peux te dire que c'était pas terrible, mais il fallait boire parce qu'on buvait prindiau. Hein. Donc on buvait ça toute l'année et j'en avais du bon le tiron. Hein, donc retirer du tiron, mais il y en avait une mauvaise, les lisettes. La lisette, c'est la betterave fourragère. Et je peux vous assurer que le jus de betterave fourragère, c'est pas bon, mais vraiment pas bon. Alors quand on disait dans une ferme, bah dis donc là-bas, c'est pas la peine d'y aller parce que tu sais, tu vas juste mettre du tiron de lisette. Il faut savoir qu'en Bretagne, la lisette, c'est un jeune maquereau. Hein. Je parle du poisson. Oui. Merci Fernand. Vous avez une petite question? Oui, non, c'est une petite anecdote. Moi, quand ma mère est arrivée en Sarthe, elle venait de Nérac, c'est en dessous d'Agen, du sud-ouest. Elle est arrivée comme institutrice. Henri IV. Voilà. Exactement. Et alors, elle arrivait avec son accent du sud-ouest et elle avait une voisine qui, comme moi je venais de naître, j'étais bébé, elle disait à ma mère, mais Pinticor, votre quegnot l'année. Et ma mère, elle comprenait rien. Il pleure-t-il encore la nuit, voilà. Est-ce qu'il pleure encore votre quegnot la nuit, voilà. Puis elle demandait à ses élèves, qu'est-ce qui fait ton père en ce moment? Bah, il serre les truffes. On était au mois de mars, on était au mois de septembre, donc il ramassait les pommes de terre, il serrant les truffes. Alors là, ma mère qui venait d'Agen, elle comprenait rien. Les truffes dans la Sarthe. Savoir pour votre gouverne quand même que Henri IV, on en parle souvent en Sarthe pour une raison simple, c'est qu'il a été le dernier baron du Saulnois. Il avait hérité du Saulnois par son père, parce qu'Henri IV, on le met toujours né, bien sûr, et on l'envoie toujours là-bas dans les Pyrénées, mais il faut savoir quand même qu'il est à moitié pyrénéen et à moitié sartois, par son père. Parce que le père, il compte quand même un petit peu. C'est vrai. Et il était, par son père, il avait hérité de la baronnie du Saulnois, qui s'est retrouvé dans la royauté lorsqu'il a donné toutes ses propriétés à l'État. Merci d'avoir été nos invités. Non, mais aucun souci. Et puis on va passer aux dernières minutes. Il nous reste 3 minutes 30 que je vais passer évidemment avec Pascal Larue.
Pascal Larue, vous êtes homme multi-casquette, multi-talent. Vous avez mis en scène, vous mettez en scène et vous jouez depuis 35 ans dans de nombreuses pièces du répertoire classique et contemporain. Est-ce que vous avez un chiffre à me donner ce soir? C'était ma première question. Un chiffre? Ouais. 35. 35 ans. C'est mon âge. Donc vous avez aussi écrit des textes de théâtre dont une quinzaine a été jouée? Oui, à peu près, oui. Là, le chiffre n'est pas exact, mais oui. Et puis vous êtes formateur aussi. Vous êtes formateur. Vous vous déplacez régulièrement pour former au jeu masqué, c'est ça? Qu'est-ce que le jeu masqué? Moi, j'ai fait une école de théâtre qui s'appelle l'école Jacques Lecoq, une école internationale. Dans ma classe, on était 26 nationalités sur 35 élèves. Et la base de la formation des acteurs dans cette école, c'est le mouvement et le masque. Et donc voilà, j'ai un petit peu d'expérience dans ce domaine-là. Je forme des acteurs pas que pour le masque, mais en particulier. Ouais, et je me promène un peu partout pour aller faire des stages de formation sur le masque pour les acteurs. Et puis évidemment, vous êtes fondateur de l'Enfumerie il y a maintenant 35 ans. Un lieu de création et de résidence avec ce théâtre de Chaoué. L'identité qu'on a créée de ce théâtre, c'est pas un lieu de diffusion, c'est pas un lieu où on choisit des spectacles qui sont déjà faits pour les présenter au public. Et on invite plutôt, c'est un lieu de vie, c'est-à-dire que c'est un lieu où on accueille en permanence des acteurs qui habitent là. On a une cuisine où quelqu'un qui fait à manger, on a des appartements, et les gens vivent là, et les spectacles de la programmation sont des spectacles qui ont été répétés tout ou partie dans notre théâtre. Il y a, en gros, sur l'année, il y a 48 semaines de résidence sur une année. Donc pratiquement tout le temps, il y a des acteurs qui sont là, qui vivent au théâtre. Vous êtes encore directeur artistique de l'Enfumerie? Un petit sourire. Vous sentez ma question, déjà la réponse. Vous avez décidé de passer le flambeau, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire depuis quelques années. Bon, j'ai 35 ans et plus en fait. Un peu triché tout à l'heure. Et donc, après 35 ans de cette histoire où j'ai consacré pas mal de temps pour les autres, puisque inviter des compagnies, c'est du travail pour les autres aussi. Et puis gérer un lieu, c'est une activité intense qu'à un moment il faut savoir transmettre et passer. Donc depuis 4 années, on travaille à cette passation, et depuis la saison 17-18, je n'ai pas participé à la programmation du théâtre. Et c'est des jeunes acteurs, Pierre et Bastien, qui sont également metteurs en scène, qui prennent le relais après 4 années de travail ensemble. Vous qui êtes fondateur de l'Enfumerie il y a bientôt 35 ans, quel regard vous portez sur la culture en Sarthe aujourd'hui? C'est la question que je pose souvent pour finir cette émission avec mon invité d'honneur. Un beau regard, il y a plein de choses ici, il y a plein de gens, énormément d'artistes dans ce département qui ne restent pas forcément ici, qui vont ailleurs, qui reviennent. Et il y a un mouvement qui se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que je remarque que quand j'étais plus jeune, les gens qui avaient envie de développer des talents artistiques avaient tendance à partir. Maintenant, il y en a beaucoup qui viennent, ça va dans l'autre sens. Mais par rapport au théâtre, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a une particularité. Les lieux de théâtre de création au Mans ont été des lieux fondés par des artistes. Et ça, c'est pas dans beaucoup de villes. C'est-à-dire que vous ayez le Scarron, l'éphémère, le Radeau, la Fonderie, Pièces et Main-d'œuvre, l'Écluse. À Bouloir, il y avait NBA avec Épidore. Nous, avec le théâtre de Chaoué à Allonne. Les lieux culturels ont été, pour ce qui sont des lieux de théâtre, fondés par des comédiens. Alors que la plupart du temps, ce sont des volontés administratives ou des entités de la commune ou de la région ou du département qui créent l'espace théâtral et puis qui ensuite invitent des gens qui tournent. La particularité de la Sarthe, c'est qu'il y a eu une espèce d'émergence de comédiens qui ont investi des endroits et qui, après 35 ans, continuent à vivre. Parce que, bon, voilà, le Radeau, c'est un tout petit peu plus vieux que nous. Ensuite, il y a nous. Et toutes ces compagnies, elles ont entre 20 et 40 ans d'existence. Ce qui est assez exceptionnel. Merci, Pascal Larue, d'avoir été mon invité. Tout s'est bien passé? Ah ben très bien, moi je passe un moment. C'était ravi, puis alors très éclectique. Très éclectique. C'est l'objectif de cette émission, évidemment, de montrer toute la richesse de notre entre les clowns et les Sartois, c'est parce que finalement les Sartois sont très sérieux. C'est ça. Très intellectuels. Les clowns ils sont venus d'ailleurs. Merci Pascal Larue. Faut pas le pousser très loin non plus. Merci Pascal Larue, merci à vous d'être venu sur le plateau et merci à vous évidemment de nous avoir suivis dans cette folle émission de Sarthe et moi de là. On se donne rendez-vous dès demain 18h15 pour une nouvelle quotidienne. Bonne soirée.